Salut à tous les amis, aujourd'hui vidéo un peu particulière puisque vous savez qu'une fois par mois nous parlons de NCAA et donc pour parler de NCAA nous accueillons tout de suite, maintenant pendant que mon bandeau s'en va, Alan d'Envergure. Bienvenue mon ami, Merci à toi. c'est une première. Ouais, C'est première une pour première, moi. donc tu raconte-nous un peu parce qu'il y a Erwan que vous connaissez de l'autre côté de la table, mais toi Alan qui est jeune et qui adore suivre les prospects, dis-nous un peu quel est ton parcours pour en arriver jusqu'à notre plateau. C'est ça. Moi, j'ai commencé sur Dunk Hebdo. Je suis toujours d'ailleurs où on fait de la NBA avec des programmes mensuels audio. Et puis j'ai été recruté par Envergure parce que je faisais des analyses de prospects. Ils m'ont recruté cet été. Et donc, je fais mes premiers pas sur Envergure dernièrement et avec vous ici. La dernière fois on avait fait un petit... Ça veut dire qu'Envergure l'a Ah oui. drafté du coup. C'est ça. Clairement, On reste tu un étais peu là. dans le jargon. Tout à fait, ouais, bien sûr. Tous les deux, on a gagné un grand quiz fou, moitié NBA, moitié bouffe, concocté par JB. Ça m'étonne pas que tu aies gagné un Oh, quiz. on a gagné, mec, on a gagné, on était là pour gagner. En plus, il y a eu un peu de triche, donc on salue évidemment JB de C'est Poster clair. Dunk et Étienne qui font vivre cette page qui maintenant, Erwan, tu as participé à Ficelle, donc sur le Tout à fait. basket européen. Il y a aussi Mismatch pour parler du basket féminin. Faites ils ont pris tous les, Bah ouais. tout le champ lexical du basket. Le mismatch pour les filles, ouais. il régale. Pas mal, pas Il mal. régale, pas il mal. régale. Aujourd'hui, donc, nous parlons de NCAA et nous allons parler de trois choses très distinctes. Nous allons commencer par James Wiseman, donc énorme prospect que nous devrions voir l'année prochaine en NBA. Donc, on va vous raconter une histoire puisque monsieur n'est pas éligible pour jouer en NCAA cette année. On parlera du français Yves Ponce, un athlète incroyable dont on avait parlé déjà l'année dernière. Il est en deuxième année du côté de Tennessee. Et on finira avec un petit point donc sur l'actu NCAA. On va parler de Louisville qui est invaincu après 7 matchs et qui donc est première du ranking NCAA. On est d'accord, Alan? Parfait. Ça te va ce programme? Parfait. Très bien. Parlons de James Wiseman alors. Alors déjà, qui est-il? Parce que je vois qu'il est né en 2001, il a 18 piges et il est annoncé tout en haut de la prochaine draft. Ouais, il est, selon la plupart des spécialistes, nous à Envergure, on est quasiment unanime sur le fait qu'il soit numéro 1. Tout le monde sauf moi, pour le moment. C'est un pivot, poste 5, grand, à peu près à 2,15 m, envergure énorme, plus de 2,20 m. C'est un pivot qui est très fort dans le rim runner, en rim run. Il démarre fort après écran sur pick and roll, il va fort au cercle, long bras. Alors après, il tente de développer son tir, il montrait ça dans les catégories jeunes. Des fois, c'est un petit peu négatif parce que c'est des mauvais tirs et il en faisait un peu trop. Mais athlète exceptionnel, on en parle depuis longtemps. Premier de tous les classements lycéens, donc ça fait longtemps qu'on en parle. Gros scoreur au lycée, gros scoreur en AAU, ce qu'on appelle les championnats un petit peu plus régionaux des catégories lycée. Et grosse recrue de Penny Hardaway du côté de Memphis. Il est allé à Memphis justement pour être coaché par Penny. À qui te fait penser comme joueur? Parce que tu me parles d'athlète poste 5, du Clint Capella, ce type de choses. Ouais, en plus fort. On espère en plus fort. Jackson Hayes en bien plus fort de l'année dernière. Grand, qui peut défendre plusieurs positions et qui offensivement, tonique, va vite vers le cercle. Après, dans ses déclarations, tout ça, il essaye de se développer un tir, un jeu poste bas. C'est intéressant. Mais dans la NBA moderne, est-ce qu'il saura le faire à un assez bon niveau pour ce qu'on lui demande autre chose plus que du rim run? Ça sera à voir. C'est là où on va voir ce qu'il va donner du côté de Memphis quand il sera de retour. Et puis dans ses premières années NBA, je pense qu'il aura besoin d'un bon meneur à côté de lui pour le mettre dans les bonnes positions. J'ai l'impression qu'il vient en tant que parfait profil de la NBA actuelle, mais est-ce que ce type de profil-là, on doit les sectionner si haut? Parce que Bah, c'est pour ça que je parle de Capella. Hein. Pour un futur premier choix de draft. Au moins top 3. Ouais, Quoi, au moins top 3, un mec qui court qu'à la tête au cercle. Moi, quand je vois Jackson Hayes que les Pelicans ont pris, bon, bah, ça peut faire le matos. C'est Jackson DeAndre Hayes Jordan, par ou exemple. DeAndre Jordan, mais c'est des mecs qui étaient loin du premier tour. Les comparaisons qu'on a faites, Capella, Jackson Hayes, tu me dis oui, mais en plus fort. En quoi il serait plus fort alors que ces mecs-là? Parce que ce qui fait rêver un peu tous les scouts, c'est qu'ils tentent de développer un tir, ils tirent. Il y a des vidéos de lui, bon, ça vaut ce que ça vaut. Capella, cet été, je l'ai vu tenter de développer un tir Avec la Suisse. avec la Suisse. Et ils ont changé les panneaux depuis. Ah, c'est Mais clair. ce qui fait rêver la plupart des scouts, ce qui fait rêver mes collègues d'envergure, c'est il sait turn-around jumper, il peut commencer un peu en tirer en pick and pop. Alors si tu commences à tirer à cette taille-là et que tu défends fort, c'est intéressant. Moi, philosophiquement, je suis d'accord avec vous. C'est un joueur que j'ai du mal à drafter top 3 parce que un pivot rim run à la draft, en termes de valeur, je pense que je peux trouver ça un peu plus Rim bas. run, explique un peu parce que tout le monde n'a rim pas. runner, c'est-à-dire qu'en sortie de pick and roll, courir vers le cercle, ce que fait très bien Clint Capella, Jackson Hayes, Rudy Gobert aussi. Rudy Gobert, très bien. C'est des pivots qui ont besoin de la création d'autres pour bien marcher en NBA.
Tandis que des joueurs comme Karl Anthony Towns, Anthony Davis, eux, ils peuvent se créer les positions poste bas. C'est des pivots qui ont besoin de ce que les Américains appellent guard play, donc de très bons meneurs pour bien les mettre en bonne position, bien les développer. Mais comme je le dis, ce qui fait rêver les scouts et ce qu'on nous on veut voir cette année avec lui à Memphis, c'est ce qu'il a plus que ça offensivement. Il a montré des fulgurances, des flashs au lycée. Certains scouts disent qu'il montre ça beaucoup à l'entraînement, dans des scrimmages. On n'a pas pu trop le voir encore. Il domine, les 2-3 premiers matchs qu'il a fait, il surdominait physiquement. Au rebond, c'est une machine et il montait facilement après. C'est comme ça qu'il faisait la plupart de ses points. Moi, j'aimerais voir, voilà, est-ce qu'il peut tirer, est-ce qu'il peut dominer poste bas, est-ce qu'il a des bonnes capacités de passe aussi. Je trouve que c'est On se important. souvient qu'Anthony Davis, et j'aime bien la comparaison, Anthony Davis à la fac, il est champion avec Kentucky, Une année. mais il est au pied du Final Four, mais il est dans un rôle quasi exclusivement défensif. Ouais. Et il vit sur du rebond offensif ouais. et du rim run et du cercle à cercle, des grandes enjambées, et il ne vit que là-dessus. Et pourtant, Et en première année, Ouais. NBA, il est 4-13 Et en première, voilà, et en première année NBA, on est loin du mec qui a mis 50 pions dimanche soir. Donc c'est vrai qu'on parle de mec quand même très jeune, il a 18 ans. 18 piges, Il est notre en ami. 2001, ouais. Donc putain, 2001, moi 2001, j'avais déjà le permis, gros, pour pas dire autre chose. Je buvais déjà du Jack Daniel, bref. Et est-ce qu'il laisse entendre un peu qu'il peut se développer un peu comme un Anthony Davis, c'est-à-dire on a vu un mec, ben oui, pick and roll, pick and pop, travailler son tir, tu dis, il essaye de développer. Moi, c'est le mot essayer qui me gêne un peu. Parce que à cet âge-là, où on développe un tir, ou on le développe pas, mais essayer. Je suis d'accord avec toi. S'il développe, il vaut une sélection top 3, top 5. Sinon, il baisse. Certains scouts américains le voient bien plus bas pour toutes les raisons que tu as avancées. C'est-à-dire qu'un joueur qui ne peut pas créer son tir ou ne peut pas dominer poste bas en poste 5, quel est l'intérêt de le drafter aussi haut? C'est ce qui sort un peu sur lui. Après, il y a d'autres qui pensent qu'il peut développer tout ça, qu'il a les capacités pour. Lui, il le pense vraiment. Vaut mieux que lui le pense. Hein. Quand il parle, Alors, il se compare un peu à Giannis par moment sur certaines déclarations. Il faut calmer un peu tout ça, je pense. Dans le tir, il aime bien avoir le ballon en main. Après, c'est au lycée, en AAU, les Les joueurs, joueurs ont toujours le ballon en main. voilà, il n'y a pas vraiment de système appelé par les coachs. C'est tout Tu pour vois le le top meilleur maker. joueur. Toutes ces choses-là, c'est pour ça que ça crée des fantasmes en fait. Et le fantasme de James Wiseman, c'est ce qui va pouvoir développer un jeu offensif autre que, comme on l'a dit, courir vite vers le cercle, prendre des rebonds offensifs. Comment un mec comme ça se retrouve dans la fac de Memphis quand on sait qu'il y a des grosses facs? Alors, on se souvient Il y a les mêmes résultats scolaires que des grosses. des mecs comme Markel Fultz avaient fait le choix d'aller à Washington pour se dire je veux avoir les ballons, je veux avoir un gros temps de jeu, je veux faire un peu ce que je veux. Et ça avait marché puisqu'il avait été numéro 1 de draft. Mais on sait que des prospects comme ça, généralement, ça va souvent vers Kentucky ou des plus gros programmes que Memphis, même si Memphis reste un programme tout à fait correct. honnête, bien sûr. Un mot, Penny Hardaway. Je pense qu'il a relancé le programme de Memphis depuis qu'il est arrivé. Il coachait Wiseman en high school. Il le coachait en AAU. Donc la relation, elle est clé entre les deux. C'est aussi pour ça qu'il y a eu la suspension. On en parlera, je On va pense. en parler absolument. Donc il remonte le programme. Meilleure classe de recrutement en 2019. Devant Kentucky, devant Duke. D'accord. Il Ok. start 5 freshmen. 5 joueurs qui auraient pu aller dans tous les gros programmes. Alors, dans le jeu, c'est pas très beau à voir, c'est normal. 5 jeunes qui jouent ensemble de 18 ans, qui n'ont jamais trop joué ensemble, c'est compliqué. Mais Memphis s'est remis sur la carte du recrutement juste en ayant Penny Hardaway à sa tête. Il recrute sur tout le pays. Wiseman est originaire du Tennessee, donc bon, c'est un peu local pour lui. Mais il recrute des joueurs de Californie, il recrute des joueurs d'État de New York. Mais ils sont aussi potentiellement sur des autres prospects des prochaines années, top prospects aussi. Donc, grâce à Penny Hardaway, ils peuvent recruter de très bons jeunes. On a parlé de tout son profil offensif, de son profil physique. Moi, il y a un truc qui m'intéresse toujours avec les jeunes joueurs, c'est leur body language et comment ils sont défensivement. Ça, on dit souvent long sur ce qu'ils vont faire ensuite en NBA. Lui, il est comment défensivement déjà? Pour l'instant, il a joué des facs de seconde zone, donc il a surdominé défensivement. Au rebond, au contre, en aide, il est aussi bon. Donc il était un peu dans le show et dans tout ça. Mais il a l'air très sérieux, très travailleur. Donc ça, c'est quelque chose de très bien pour lui, parce que tu as raison, le body language chez les gamins, c'est super important. Non, très positif, je trouve. J'ai trouvé ça très positif, ces premières... Il peut défendre sur des mecs plus petits, il a les cannes un peu. On sait que maintenant, sur pick and roll, on change beaucoup. Ouais. Et qu'un pivot qui peut tenir, on se souvient de Joachim Noah qui faisait ça au début, on se souvient de Tristan Thompson, quand les Cavs sont champions, comme il est capable de tenir les plus petits que lui, et comme ça change tout maintenant aujourd'hui dans une défense, puisqu'on change quasiment systématiquement sur pick and roll, il est capable de tenir des arrières. Il a les longs segments, envergure à 2,22.
Il a sa défense en switch, c'est ce que moi j'aimerais bien voir cette année, voir s'il est capable de le faire. Je pense qu'il en est capable. Après, entre penser qu'il en est capable et vraiment voir sur certaines situations, le voir garder des 1, des 2 sur des séquences, c'est différent. Donc pour ça, en fait, on veut le voir jouer maintenant. Il est suspendu. Alors, justement, Alors voilà, ouais, donc il a joué 3 matchs. Il a joué 3 matchs. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Alors, déménageur breton. Ouais. Il s'est passé quoi? Puisque donc on pourrait ne pas le revoir cette saison à NCAA. On va le revoir début janvier, Ok. normalement. La NCAA a encore fait des siennes, on va dire, en quelque sorte. L'histoire, elle est longue, elle remonte à ses années au lycée. Il vient de Nashville, dans le Tennessee. Normalement, là-bas, ils sont plus connus pour faire des mecs de la country. Hein. C'est Donc, ça. Il vient de Nashville et Penny Hardaway l'a aidé à déménager, lui et sa famille, de Nashville à Memphis. Alors, il a aidé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus porter les meubles, on imagine. pas Hein. Penny C'est pas ton arrivé. poteau que t'appelles, Non. gros, je viens déménager, viens. Ils ont Non. payé. Une Le aide déménagement. financière, Voilà. financière à hauteur de plusieurs milliers de dollars pour une aide financière. Sauf que Penny Hardaway, à cette époque-là, il était vu comme ce qu'on appelle un influenceur dans le recrutement de la fac de Memphis et c'est interdit. T'as pas le droit d'influencer les gamins, ils appellent ça un booster en anglais. Et donc la NCAA a vu ça comme un petit peu de l'argent sous la table pour que James Wiseman rejoigne le programme de Memphis. Sauf qu'à cette époque-là, Penny Hardaway n'était même pas coach du programme de Memphis, il était coach en high school. Et en fait, personne n'arrive vraiment à comprendre ce qui se passe, personne n'arrive vraiment à comprendre, à suivre la NCAA. Ils ont fait pareil avec un top prospect NFL, comme je te disais avant. On n'arrive pas à comprendre pourquoi, sauf que en conclusion, le gamin il a pris 11 matchs de suspension. Il a été ce qu'on appelle mis inéligible. Mhm. Il pourra revenir en début d'année 2020. Et il doit payer, lui et sa famille, 11 000 $ à une association caritative de leur Le choix. montant qu'ils ont. Le montant qu'ils auraient reçu. Alors, 11 000 $ Alors, pour. c'est ça, quand tu es un lycéen, que tu dois déménager pour aller dans une fac où il y a déjà tout pour toi, ça coûte rarement. Moi, crois-moi que j'en ai fait des déménagements, ça m'a rarement coûté 11 000 $. Ouais, et sachant que, alors on va le répéter, mais la NCAA est très stricte Ah oui. vis-à-vis C'est eux de qui prennent l'argent. l'argent, surtout pas les gamins. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que les joueurs n'ont absolument pas le droit de recevoir de l'argent, que ce soit des agents, de fac, enfin de n'importe qui, de tierces personnes Officiellement. en fait. Bah, officiellement, en tout cas officiellement, c'est très strict. Totalement. Si vous voulez voir ce type de choses, bah, regardez Egot Game. Egot Game Ouais. vous décrit. Enfin, Blue Spike Lee, Chips. Blue Chips joue dans ça aussi avec le Avec Shaq. Shaq et O'Neal. Avec le Shaq, donc Egot Game de Spike Lee avec Relève, si vous l'avez pas vu, il y a tout ce côté, les agents, les montres, les sapes, les voitures. Viens mon gars, et en fait, donc du coup, tu es influencé. Alors évidemment que sur le papier, c'est une bonne chose de contrecarrer l'argent vis-à-vis des mecs qui ont de 15 à 18 ans. Malgré tout, dans les faits, on sait que les gars viennent parfois de situations très compliquées financièrement dans les familles, Totalement. voilà, du hood et tout ça, et que bah oui, ils acceptent malheureusement. Et le fait que la NBA et la NCAA soient mis d'accord avec cette année obligatoire 19 ans. de 19 ans, donc soit en NCAA, soit en Australie, soit à l'étranger, ainsi de suite, eh bien, ça rend malheureusement possible ce type de transaction. C'est pas la première fois que ça se passe. Non. Là, le problème, c'est que Penny Hardaway n'était pas à Oui, Memphis c'est ça. à l'époque. La NCAA, c'est une organisation qui veut maximiser ses profits, comme tu as dit, totalement. bien. Ils y arrivent excellemment bien. Les gamins doivent être payés, tout le monde le dit, même les joueurs le disent après. Après, c'est un débat sans fin parce que eux, ceux qui ont la main, ils le font pas. On parle de droit d'image, là. Droit d'image, on parle de. Après, il y a des plans, des commentateurs, des chercheurs qui ont mis des plans comme quoi pour y avoir une espèce de salaire minimum pour les joueurs. C'est Ils ont des hyper bourses. compliqué. Hein. Il y a Oui. cette histoire de bourse quand même. Où, Là, ils sont pas payés, mais tout leur est payé. Mais voilà, Ah, Après, il y a cette histoire Voilà, de. On aime bien Iverson, dire avec. Iverson, quand il est à Georgetown, il n'est pas officiellement payé. Non. Je pense qu'il ne manque de rien quand il est à Georgetown. Donc, Après, s'il a envie de se faire un resto, il peut pas, il est obligé d'aller à la cantine. il y a cet excellent reportage sur le Fab Five de ESPN où Chris Webber, à un moment donné, alors que c'était Chris Webber, hein, on parle d'un mec qui régalait en Il est en NCAA, draft, ensuite. ouais, c'est ça, et qui arrive et qui passe devant un magasin, il voit son maillot à 80 $, Michigan numéro 5, Weber derrière vendu 80 $, donc son propre maillot qui est vendu, et lui, il n'avait même pas 20 $ pour les becter. Et il te raconte ça, et tu fais, ah putain, tu m'étonnes que les mecs, ils deviennent fous. Bah, tu m'étonnes. Et donc, c'est vrai qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Il se passe énormément de choses. Il s'était passé des choses avec DeAndre Ayton il y Tout a à 2 ans, dans le recrutement Arizona, Sean Miller, qui est un peu un spécialiste du genre. Et là, c'est tombé sur Wiseman. Kanter n'avait pas pu jouer à Kentucky aussi. Il y a une Parce qu'il avait joué en pro. Ouais, parce qu'il avait pris, C'est pas la même il avait chose. pris du pognon en Europe. C'est différent. Non, mais en fait, dès que tu as touché de l'argent avant d'avoir joué à Dès que NCAA, peu importe le C'est ça ça vient. que Lamelo Ball aussi a Lamelo dû s'est aller barré, bien ailleurs. sûr. Et ça ouvre plein de débats. Il y en a 2 qui ont été en Australie cette année. Ça ouvre des débats sur
Les joueurs, est-ce qu'ils veulent rester en NCAA, est-ce qu'ils veulent aller profiter un petit peu de leur droit d'image et de leur talent, le fructifier financièrement. C'est un vrai débat. En tous les cas, la NCAA reste roi aux États-Unis. C'est une organisation super forte, régie par des vieux monsieur blancs. Il y a aussi un aspect racial très important. Bien sûr. Et donc, c'est toujours est-il qu'il ne peut pas jouer. Pour les scouts, c'est très chiant parce qu'on aimerait bien le voir. Il y avait des matchs intéressants de lui hors conférence parce qu'il joue à Memphis dans pas une conférence majeure. Tu as 6 conférences majeures en gros en NCAA et lui dans une autre. C'est pour ça que ça pouvait étonner, comme tu disais, que Memphis les recruter parce qu'ils viennent pas d'une conférence majeure en fait. Ils viennent d'une conférence secondaire, on peut dire. Et donc ça aurait été bien de le voir face à des bons programmes. Ils jouaient des bons programmes là, dans le mois de décembre. Tennessee, Georgia, qui est aussi un joueur dans le top 3 potentiellement. Il ne pourra pas jouer. Il faudra attendre de le voir face à des équipes moins fortes. Et pour l'évaluation, je trouve ça moins bien parce que moi j'aime bien les voir face à des top programmes. Forcément, ouais. C'est là que je m'en fiche que tu plantes 25-15 contre Texas Southern ou des choses comme ça. C'est la draft, c'est aussi vis-à-vis de la compétition que tu as face à toi. Donc A priori, on va le retrouver à la March Madness. Ouais, c'est ma question. Ouais. Voilà. Le bilan est bon là, de Memphis sans Wiseman. C'est des mecs qu'on va retrouver à la March Madness. Ça va. Oui, parce que comme l'a dit, la conférence n'est pas exceptionnelle en fait. D'accord. Donc ils ont juste à gagner leur tournoi de conférence, ils y sont. Pour être à la March Madness, tu gagnes ton tournoi de conférence, tu y es automatiquement. Ouais, d'accord. Donc s'ils le gagnent, ils y seront. Il y a 2 ou 3 facs chiantes à jouer avec 1 ou 2 prospects potentiellement dans leur conférence, mais ils devraient y être. Ouais. Et là, il y sera et ça sera potentiellement intéressant. Surtout qu'il y a d'autres prospects dans l'équipe. D'accord. On a fait le tour sur Wiseman. Je pense. On a fait le tour. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous l'avez déjà vu jouer, que ce soit au lycée ou sur ses 3 premiers matchs de NCAA, à qui vous pouvez le comparer? On a cité pas mal de mecs, mais c'est toujours intéressant d'avoir vos avis. C'est dur C'est difficile. Je trouve qu'il est dur à comparer. Ouais. Ouais. Il y a même à trouver un joueur. Le fait qu'il soit très grand et très physique déjà, Ouais. moi ça me fait déjà penser, on l'a dit, à des Capella, des DeAndre Jordan, mais il est même déjà plus grand en fait. Ouais. Et plus musculeux quelque part. Et comme je te disais, dans sa tête, il se prend pour autre chose et je pense qu'il veut être autre chose qu'un simple joueur comme Capella ou. Donc on est plus sur Anthony Davis alors. Hein. Bah, il faut pouvoir dribbler et faire des 4 pas pour marquer aussi. Ça aussi, mais Anthony Davis, il driblait pas sur ses premières saisons. Hein. Anthony Davis, par exemple, je pensais à Giannis, oui, excuse-moi. Ah oui. Mais Anthony Davis, n'oublie pas que c'est un meneur de jeu qui a pris 45 cm en un été pour devenir le prospect numéro 1 du pays. Et puis surtout, pour finir sur Wiseman, dites-nous si un déménagement vous a déjà coûté 11 000 €. Ouais, ce serait intéressant. Effectivement, sauf si tu prends un bateau pour aller en Amérique du Sud. J'allais dire un truc catastrophique que je vais pas dire. On enchaîne, on enchaîne donc sur un Français. Tu as parlé de Tennessee vite fait. Donc on va parler d'Yves Ponce, qu'on avait déjà suivi avant qu'il aille en NCAA. Un bel athlète, encore une fois, notre ami français. Un monstre. Un monstre, c'est clair. Techniquement, d'une tonicité qu'on a rarement vue. Il peut enfin jouer. Déjà à Tennessee, je trouve que c'est important. 3 gros joueurs de Tennessee sur son poste sont passés pro. Donc Grant Williams, qui est à Boston. Admiral Schofield, qui joue un peu avec Washington. Qui a réussi à s'échapper enfin. J'étais tellement déçu si tu la faisais pas. Et Kyle Alexander, qui joue en G-League pour le Heat. Donc Yves Ponce start du côté de Tennessee, start en poste 4. C'est intéressant. Qui est un petit peu un changement, et je trouve qu'il est bien pour lui. Il jouait 3 avant, c'est ça? Ouais, il jouait 3, même cet été avec les Français à l'Euro U20, il jouait 3. Ça s'était pas trop bien passé, il jouait 15 minutes de moyenne pour 2 points par match. Il avait été assez décevant. Ah oui, même si défensivement, je l'avais trouvé très intéressant sur quelques séquences sur Deni Avdija, l'Israélien qui va être drafté très haut aussi l'année prochaine. Mais là, il joue 33 minutes en moyenne cette année, c'est énorme. À peu près 12 points, 5 rebonds, 53% au tir, il a 36% à 3 points. C'est pas mal. 9 sur 25 en volume, donc c'est pas mal. Et au contre aussi, il est très haut. Ouais, très spectaculaire au contre. 2,4 blocs par match. Beaucoup, hein. Il est à 20 sur 25 au lancer franc. Moi, je trouve ça. Je mets beaucoup d'intérêt à ton pourcentage au lancer franc. Pour le shoot, je trouve ça montre ta forme de tir. Parce que, évidemment, le 3 points vient avec le temps. Ouais. Et le lancer franc, en fait, dès le début, tu dois être à peu près correct. Et ça peut un petit peu changer un avis parce que tu peux très bien shooter sur une année à 3 points et ça peut être une anomalie. L'année de Lonzo à UCLA est un peu ça, notamment. Il est alors que le lancer franc, il était catastrophique et ça aurait pu voir que la mécanique et tout ça était peut-être pas projetable. S'il a 20 sur 25 au lancer franc, c'est que la mécanique, elle est bien, il la travaille bien. Et ouais, franchement, il commence à être sur les radars, Yves Ponce. J'ai écouté des potes des Américains, Sam Vecini notamment, qui gère toute la draft pour The Athletic, en a parlé dans un de ses podcasts. Alors qu'avant, on n'aurait pas pu penser qu'on parle d'Yves Ponce. Et il est sur les radars, il joue, il est dans une grosse fac. Et donc, c'est vraiment bien et intéressant pour lui. Après, il a le profil
parfait pour la NBA, quoi. C'est déjà un athlète, mais athlète mutant. Vraiment, tu vois, on aime bien avec Thomas mettre quand même des catégories chez les athlètes. Et là, tu as les athlètes et tu as les mutants. Lui, il appartient quand même chez les mutants très jeune. On se souvient en équipe de France, on l'avait découvert comme ça d'ailleurs. Il est des dunks, mais incroyable. Après, le problème de ces athlètes mutants, c'est que maintenant, c'est qu'il faut jouer au basket. Et on a l'impression, alors il est quand même passé par l'INSEP, où comme il était éduqué, chaque été avec les équipes de France de jeunes, il est là. Et puis voilà, moi tu me dis qu'il joue 33 minutes cette année, c'est la meilleure des nouvelles qu'on puisse avoir pour lui, c'est qu'il est sur le terrain, qu'il joue, que Tennessee est une bonne fac. D'ailleurs, vous pouvez me citer un mec qui est passé par Tennessee. J'en ai plein, mais Tobias Harris. Tobias Harris, bravo. T'en avais plein tant que ça. Moi non, J'avais avec Tobias Harris, mais très bien. mais donc voilà, donc c'est très intéressant. Peut mettre à 3 points, 9-25, c'est pas énorme, mais peut mettre. Tu l'as dit au lancer franc, donc voilà, c'est des mecs, on voit qu'il n'est pas que un athlète, même si au final, sa qualité première, ça sera d'aller mettre des contres, ça sera de courir, de faire du cercle à cercle, de défendre, de défendre, d'avoir de la dureté. C'est comme ça qu'il gagnera sa place en NBA. En NBA, exactement. C'est un mec qui a le physique pour trouver un rôle en NBA. Voilà, faut pas s'inventer une vie pour dire que ça sera un futur franchise. Non, je pense qu'il a le physique pour, mais ça serait déjà énorme de trouver un rôle en NBA, de pouvoir s'inscrire. En tout cas, il a toutes les capacités physiques et forcément, ça fait fantasmer. Le problème, c'est pas qu'il est un peu petit s'il veut jouer poste 4 en NBA. Il fait 98. Ouais, mais mec, il a la tête aux 24 secondes. Moi, en général, je dis qu'un mec qui fait 1,98, certes, c'est un mutant. S'il veut jouer poste 4, vaut mieux que ce soit un Draymond Green. C'est-à-dire qu'il soit capable de faire des trucs. Quand il y a un athlète défenseur, pour jouer poste 4, vaut mettre enfin, je conseille, hein. Peut-être sur un poste 3, mais sur un poste 4. Sur petite séquence, je pense que ça peut le faire, moi. D'accord. Et surtout, dans la NBA moderne, les postes 3, il faut qu'ils sachent faire plus de choses que juste se mettre dans un corner et tirer, ou alors faire des coupes ou des choses comme ça. Ou alors c'est LeBron ton meneur, quoi. Ouais, il est à 7 passes décisives en 270 minutes, donc il ne crée pas pour les autres. C'est un joueur qui termine les actions. C'est un joueur de fin de chaîne, ce qu'on appelle. Il termine les actions. Alors, Comment est son dribble? Moyen. Très moyen. Moi, je vous dis, hein, pour jouer poste 4. Ah, mais poste 3 avec un dribble moyen. Poste 3 aujourd'hui, tu peux. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais tu sais, le truc, c'est qu'aujourd'hui, le poste 4, on l'a dit hier, c'est que tu es souvent le deuxième. Disons, meneur de jeu, en tout cas, quand il y a un pick and roll, le meneur est trappé, c'est toi qui fais l'écran, il faut être capable de faire tac. Et alors, sauf si tu joues un peu comme les Rockets, c'est-à-dire que ton 3 et 4, ils sont totalement indissociables, c'est-à-dire que c'est des mecs dans le corner qui attendent, d'ailleurs 2, 3 et 4, hein, ça pose pas de problème, mais s'il est amené à jouer poste 4, d'avoir un dribble, de pouvoir faire le bon choix après 2 dribbles, eh bien, c'est quand même une qualité que tu dois avoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont joué contre la fac de Washington qui joue en zone. Et Rick Barnes, le coach, l'a mis au centre de la zone en décisionnaire. Pas mal. Donc je trouvais ça très intéressant. Pas peut-être pour que ça marche, mais pour voir ce qu'il donnait là-dedans. Et il s'en est plutôt bien sorti. Il a sanctionné à mi-distance. Il trouvait des joueurs à 45 degrés ou des coupes comme ça. Moi, c'est un joueur que j'avais un peu rayé de ma carte, Yves Ponce, pour être honnête. Après son Euro U20, où il avait été décevant. Toute l'équipe avait été décevante d'ailleurs. Après ses 2 premières années à Tennessee, où il sortait du banc, il jouait 5-6 minutes par match, par-ci par-là. Il mettait des gros dunks et tout, mais c'est pas avec ça que tu fais une carrière en NBA. Et là, il montre autre chose. De là à dire que, comme tu l'as dit, c'est autre chose qu'un joueur de rotation. Pour moi, c'est un joueur de rotation au maximum. Mais s'il le fait bien, surtout défensivement, il a un très bon profil. Il peut défendre de 1 à 4 les postes. Il est hyper mobile sur ses jambes. Il a une belle envergure. Il est rapide sur ses pieds, comme je l'ai dit. Donc, il peut faire de belles choses. Après, est-ce que le tir va rester comme ça? Pour moi, c'est la grande question. La mécanique n'est pas folle. À voir. Mais après, c'est des mecs qu'on va pas aller chercher dans le top 15 ou même peut-être pas au premier tour. Sûr. Après, il y a dans ce cas, il y a les Summer League. Voilà, moi je pense qu'il a quand même toutes les qualités pour qu'une équipe dise tiens, c'est bien d'avoir ce petit jeune là qu'on va envoyer en mission défensive et après il aura tout le temps de développer. C'est jamais mal d'être flashy aussi. Voilà. Tu sais, dans Summer League, tu mets un énorme face. Ah, on parle différence. C'est une réalité aussi du basket. C'est sûr que c'est mieux de faire ça, de mettre un énorme dunk flashy, que mettre un lay-up main droite à gauche. Hein. D'ailleurs, on en parlait pour Théo Malédon avec Arthur, et il disait que, par exemple, parmi les prospects, ce qui l'inquiétait parfois, c'est que Théo Malédon, il y a une contre-attaque, il va pas te péter un gros dunk. Alors, tu as 18 ans et t'es pas au pic de ton physique, mais c'est important de montrer que t'as des cannes et ainsi de suite, et de mettre un petit dunk comme ça, vaut mieux être très très fort sur tout le reste. Et alors, toi, en tant que scout, quand tu regardes un mec, est-ce que ça compte pour toi? Ouais, moi, ce que je regarde beaucoup, c'est le toucher. Vraiment, le toucher, Théo Malédon, un bon toucher. Ils font plus difficile. Quand il loupe les tirs, il les loupe vraiment. Après, oui, je veux de l'agressivité, c'est hyper important. Aller sur la ligne. Il le fait pas mal cette année, comme je dis, il a shooté 25, c'est bien.
Ouais, cette impression visuelle de force, d'explosivité, c'est quelque chose d'important chez un scout parce que en fait, on regarde que des gars qui sont autour de joueurs qui n'iront pas tous en NBA, loin de là. Mm. Donc il faut que tu sautes de l'écran physiquement parce que si tu le fais pas, c'est un peu délicat de te projeter. C'est pour ça que je regarde beaucoup de NBA aussi parce qu'il faut voir dans quel environnement tu projettes les joueurs et il faut que physiquement tu sautes de l'écran. Malédon, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il des fois il n'a pas cette hyper agressivité pour aller au cercle alors que c'est un joueur hyper intelligent, fort cuit basket et tout ça. Après, bon, s'il est à Tennessee, il va jouer beaucoup de gros matchs cette année. Grosse conférence. SEC, ils vont jouer Kentucky, Arkansas, tout ça. Tu peux te Florida. montrer. Tu peux te montrer. Il est junior, donc il a encore une année potentiellement éligible. Mais ouais, comme tu as dit, c'est un joueur sur qui des spécialistes américains commencent à dire ouais, tu pourrais lui donner un two-way ou des choses comme ça, l'envoyer faire des allers-retours en G-League, voir ce qu'il donne. Donc déjà, il s'est mis sur la carte en un mois et c'est déjà très bien de sa part. D'accord. On imagine qu'il se Intéressant. présentera à la prochaine draft. Ah, En fonction de son année. en fonction de son année. Bah là, c'est plutôt bien parti. Là, c'est bien, ouais. Après, il peut se dire. Puis après, on sait que les mecs, alors, Je peux rester un an. alors on a vu la semaine dernière, on a fait un débat avec les Michael Brogdon qui étaient restés 4 ans, les Draymond Green qui sont restés 4 ans, mais les mecs qui restent trop longtemps à la fac, ils disent non, je reste encore une année, c'est pas toujours bien vu aussi, quoi. Ah, Ouais, y a tous les chaque année, profils, tu en as qui peuvent être au premier tour, ils restent et ils descendent au deuxième tour. Il faut y aller. Harrison Barnes, hein. Ouais. Alors il était resté Bah au non, premier tour. bah, il est resté Mais haut, Harrison Barnes, là, il reste. Au sorti du lycée, mais il il- fait top 3 facile. Oui, voilà, mais même il fait une deuxième année à North Carolina, il perd un peu de Dès que tu peux y aller et que tu as une assurance d'être haut, il faut y aller. même jaillité. Ça, c'est. Bon, ça, c'est un autre débat. On le souhaite Ouais, mais évidemment à Yves Ponce un. Ah oui, mais c'est un Avenir, super moi, ça. exemple. Hein. Oui, non, c'est sûr, mais bon. Même jaillité, à un moment donné, il est quand même. Alors il est en Pro B, mais il froisse tout le monde. Il est là, tout le monde l'attend. Ah non, j'attends un peu. Hein, parfaitement conseillé à l'époque par son agent. Et derrière, il se présente à la draft, il n'est pas sélectionné, quoi. Ah oui, je connais l'histoire, je suis triste autant que toi. On a fait le tour sur Yves Ponce. Ou tu as un autre truc à dire parce que j'ai quand même envie que tu me parles de Louisville sans Rick Pitino. Donc, puisque on enchaîne donc avec le troisième petit segment de cette séquence NCA. Et on va parler donc de la première équipe au ranking NCA, donc Louisville qui renaît de ses cendres. Il y a un peu de ça. Qui est sorti d'une période très très dure. Sombre, disons-le. Très sombre. Allez, laissez-les tranquilles. Encore la NCA s'est travers en quelque sorte. Premier, ouais. Invaincu. Invaincu. Alors, il faut le dire d'emblée, ils n'ont pas joué grand monde encore. C'est-à-dire qu'ils Ils ont battu Malakoff d'ailleurs ce week-end. Buzzer, hein, ils ont battu Michigan. quand C'est même. le gros match. Michigan qui s'était mis sur la carte en battant UNC et Gonzaga une semaine avant. Mais Louisville qui n'a pas fait tu sais, il y avait des tournois aux Bahamas, à Hawaï, ils n'en ont pas fait cette année, ils sont restés. Donc ils ont joué des facs de seconde zone, de ce qu'on appelle les mid-majors, les facs plus petites. Mais ça gagne. Ça gagne parce que c'est expérimenté, parce que c'est bien coaché et parce qu'ils font le travail. Ils ont un rating offensif à quasiment 120, rating défensif en dessous de 90. Alors ça vaut ce que ça vaut parce qu'ils ont joué pas grand monde, mais c'est une 30 équipe, points d'écart, quoi. c'est une équipe solide. Ouais, net rating à plus de 30. C'est beaucoup. Ils sont dans le top 10 là-dedans. Équipe très solide, pas forcément qui enverra beaucoup de prospects en NBA. Selon nous, à envergure, on n'en voit pas quasiment. T'en vois qu'un seul. Un seul au deuxième tour, potentiellement, premier tour, deuxième ouais, Jordan Noah. Mais en fait, en NCAA, tu as plusieurs façons de gagner en quelque sorte. Oui, tu peux avoir les machines Duke, Kentucky qui recrutent des freshmen qui vont être draftés en loterie et qui gagnent. Mais une autre des manières de gagner, c'est d'avoir une équipe expérimentée qui sait ce qu'elle veut, comment jouer, qui sait Villanova. bien défendre. Villanova. Villanova, c'est un bon programme. Virginia aussi, potentiellement, qui a gagné l'année passée. Et eux, ils sont un peu dans ce mood-là, plus que dans les top recrues. Même si sous Pitino, ils recrutaient de hauts prospects, là, ils en ont moins. Ils ont été obligés de changer de fonctionnement en fait. Ouais, ils ont été obligés parce que déjà Chris Mack, leur nouveau coach, vient avec une philosophie différente. Il était à Ça Xavier, raconte un peu. C'est le Mac. Il fait le Mac. il était à Xavier avant, donc un programme un peu moins fort, mais qu'il avait vraiment bien mis sur pattes, qu'il avait amené à la March Madness tous les ans. Il est arrivé, personne voulait un peu de ce job après l'épisode Pitino. Pour les gens iront chercher ce qui s'est passé. Des Bon, scores. dis-nous vite fait, tu peux nous dire vite fait. Kilo qui est au Panathinaikos. Hein. Ouais. Ouais, qui a vite rebondi. Dis-nous vite fait ce qui s'est passé parce que c'est quand même incroyable. Il y aurait eu des prostituées ou des stripteaseuses payées par la fac pour faire des prestations aux lycéens pour leur dire de venir à Si Louisville. vous n'avez pas vu God Game, encore une fois, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Ouais. Montrezarel, Scène incroyable d'ailleurs, hein, avec Rick Fox. Terry Tout à fait, Rozier, tout à fait. c'est un peu toute cette période à Louisville qui est un petit peu. Ils avaient été champions d'ailleurs, 2013. Ils leur ont enlevé le Le titre, non a été enlevé. Ouais. Et c'est un peu toute cette période-là qui est un peu noire du côté de Louisville. Donc
Pitino suspendu, il se retrouve en Grèce comme tu l'as dit. Personne ne voulait un peu du job. Chris Mack le prend parce que c'est Louisville, c'est un programme fort. Important Dans les SEC, SEC, clairement. une des 2-3 meilleures conférences, donc ça reste quand même fort. Et ils ont, comme tu l'as dit, une équipe très expérimentée qui gagne parce qu'elle est très sérieuse, mais qui n'a pas non plus joué grand monde pour le moment encore. Tu les vois, ils sont numéro 1 là. Tu les vois, comme tu l'as dit, c'est un début de saison où ils mettent des bralets un peu à tout le monde. Ils n'ont pas joué vraiment de gros. C'est une équipe que tu vois aller au bout. C'est juste un peu la hype de ce début de saison. Ils sont chiants à jouer. Hein. Ils peuvent vraiment t'embêter. Ils sont collectifs. Il y a, je crois, 4-5 joueurs à plus de 10 points. Dans le 5 de départ, que des juniors, que des seniors quasiment. Même des joueurs qui ont 5 années d'éligibilité, qui jouaient dans les petites facs avant, qui ont Les red shirts, qui ont été, ouais, c'est ça, qui ont été ciblés dans des facs avant. On voyait qu'ils étaient un peu au-dessus de la moyenne avec une compétition inférieure. Ils ont été amenés, ils jouent bien. Et ils ont Jordan Noah, qui est un joueur qui domine en NCAA, qui ne dominera pas en NBA, mais qui en NCAA peut vraiment se c'est faire son mal. profil à lui. Poste 3-4, il fait 2 m 1, mais il joue poste 4. Scoreur, il fait que scorer en fait. Il fait quasiment rien d'autre. Il y a une stat qui montre bien cela. Il est à sur ces 3 années NCAA, il est à 65 passes décisives pour 123 pertes de balles. Il nous régale, ce gars-là. Donc, Mais effectivement, c'est un trou noir. On l'appelle comme donc ça. voilà, il fait que Bon joueur, mais trou Un noir. trou noir. Ouais, un trou noir. il score bien. Il a pas un premier pas hyper fort. Il crée pas beaucoup de séparation. Il est assez puissant. Donc c'est comme ça qu'il crée sa séparation. Il tire, la mécanique est pas folle, mais ça marche. Et il plante 20 points par match, 8 rebonds quasiment, à 50% au tir. C'est très honnête. C'est très honnête, ça marche en NCAA. Il arrête de mettre des ballons dans les tribunes, quoi. Il est poste 4 un peu fuyant. À 2,01 m, c'est vrai que pour la NBA, ça fait sous-dimensionné pour le coup. C'est ça. Mais c'est un des meilleurs scoreurs NCAA cette année. Et puis, en fait, ça marche en NCAA. Ça défend fort à côté, où tu lui donnes des ballons. En face, la compétition n'est pas folle, comme je l'ai dit. Donc, il arrive à aller au panier assez facilement. Il peut tirer de loin. Il est à 46% à 3 points sur la saison. C'est énorme. 23 sur 50. C'est- Alors que la mécanique n'est Très pas sérieux. folle. Nous, j'en parlais avec Alexandre, qui était venu la dernière fois. La mécanique, on n'aime pas trop, mais il met dedans. Donc, Et depuis longtemps, du coup. Et C'est depuis pas une longtemps, année. il est en comme ça. progression linéaire totalement. L'année dernière, il était meilleure progression de la conférence de l'SEC. Et il jouait moins en début de première année freshman, il jouait pas trop, il sortait du banc. Donc la progression elle est linéaire. C'est un joueur qui a profité de ses années lycée NCAA pour progresser, pour compléter son jeu. Autre type de mec qu'on va retrouver en Europe, j'ai l'impression. Vu la taille, le profil. Bah, Si ça marche pas en NBA, ouais. Après, bon, s'il évidemment, défend pas ça. en Europe, l'Europe, c'est tu Bien peux sûr. finir en Pro B ou finir au Maccabi Tel Aviv ou au Real. Donc il y a C'est Europe vrai et Europe. Hein. Si on le voit à Bourg-en-Bresse dans 2 ans, on sera content de Mais il défend un peu. l'accueillir. Parce qu'en Euroleague, tous les ricains, les grosses désorganisées, il n'y a pas un mec qui arrive qui défend pas. Hein. Ouais. Toute l'équipe défend. Ils sont très sérieux dans le repli défensif. Ils sont assez toniques, ils sont dans le combat, ils aiment bien. Lui, moi, je dirais que c'est un petit peu le point faible défensif de l'équipe. Heureusement qu'il marque des points. Quoi. Voilà. Mais après, il a pas mal de ballons en main. Chez les prospects, je peux toujours un peu excuser un joueur qui se donne pas trop défensivement quand il a beaucoup de responsabilités en attaque. Triangle, par exemple, je n'en voulais pas défendre à Oklahoma. Bon, je lui en veux un peu plus à Atlanta. Mais là, c'est pas un énorme défenseur. C'est vraiment un scoreur. Et c'est un scoreur qui profite du fait qu'il joue contre des joueurs moins bons que lui pour scorer. Assez simplement. Je ne peux pas décrire le meilleur profil de tous les temps, j'ai Non. l'impression. Mais c'est ça qui est un peu tout ce qu'on pense sur Louisville à envergure, c'est que c'est une équipe très sérieuse, âgée, qui sait ce qu'elle fait, qui défend fort. Et Donc on pourrait retrouver Au fait, loin le dans la marche Madness, Ouais, du coup. ouais. Oui, c'est leur but. de Ah toute oui, manière. c'est leur but. C'est une équipe qui est construite pour aller loin à la marche manette, qui est construite pour battre des équipes avec 3-4 freshmen devant, en face, parce qu'ils seront plus forts sur le pied défensif, ils seront plus sérieux, ils se connaissent. Et donc ils jouent ensemble depuis pas mal de temps. Comme je t'ai dit, 5 des 6 meilleurs scores étaient déjà là l'année dernière. D'accord. Et c'est les joueurs qu'on trouve en Europe, les autres, à part Nora, sauf un freshman que nous on aime beaucoup, qui s'appelle Samuel Williamson, si les gens veulent aller voir. Lui, il sort du banc en ce moment. Il n'a pas encore beaucoup de responsabilités, mais pour moi, c'est le meilleur prospect de Louisville. Et vas-y, dis-moi son profil un peu Poste pour ta 3, Ouais. très tonique, grosse recrue. C'est la grosse recrue de Chris Mack cette année, top D'accord. 30 lycéen. Il a tellement bien réussi à remettre un peu le programme sur pied qu'il a réussi à attirer un gros freshman qui vient de l'État de Texas et il est dans la rotation. Il tire pas trop encore en ce moment, mais très physique, défend très fort et
à suivre pour des drafts 2021-2022, je pense. D'accord. Bah, écoute, c'était très intéressant d'avoir ton avis à la fois sur James Wiseman, sur Yves Ponce et donc sur Louisville. Je pense qu'on se refera un point NCAA en janvier, du coup. On fera évidemment aussi un peu plus tard dans la saison des fiches sur les prospects, comme on avait fait l'année dernière, et avec la draft en direct. On s'était régalé à faire de nuit blanche ici, qui avait fini d'ailleurs en karaoké un peu plus loin là-bas pendant que Blind tes test. potes. Pourquoi Blind tu veux test, dire karaoké, je sais pas pourquoi. Pourquoi tu Un veux blind test, en même temps, un karaoké, il faut avoir du matos et tout, rien à voir. Pendant que tes gars d'envergure est en train de faire le deuxième tour. Ouais, à 6 heures du matin. On est un peu maso. Ouais. Ouais, bah, c'est ce qu'on Ah, s'est dit aussi. ouais. Deuxième tour de draft, 700, ça met un filtre. Hein. Ah ouais, c'est Il y, clair. il y a les vrais, il y a les autres. Hein, parce que moi, le deuxième tour de la draft, il n'y a pas un monde. J'ai fait 3 drafts à Binge, je peux te dire que je suis jamais resté faire le deuxième tour. Hein. C'est clair. Bon, en tout cas, merci Alan, c'était très cool de Merci à t'avoir. vous. On essaie de se revoir écoute, en juin. Je pense que tu reviendras cette année Ouais. pour Avec plaisir. nous donner quelques avis sur les plus gros programmes, parce qu'il faudra qu'on parle aussi du fait que les plus gros comme Duke et ainsi de suite se cassent un peu la gueule. Ouais. On en reparlera un peu plus tard et on reviendra sur les prospects. Et j'aimerais aussi qu'on fasse des petits points sur les mecs qui sont partis en Australie, donc la Melo Avec Ball et plaisir. ainsi de suite. RG Qui vient de se Hampton, blesser, et RG Hampton, absolument. Et tu me disais que la Melo Ball s'était blessé au Yep. 4 semaines. Ouais, c'est ça. C'est pas beau, hein. Pourtant, il était bon. Il était intéressant, intriguant. Il était intriguant. Intriguant. Moi, on le voit faire des trucs quand même Ouais, intéressants dans un championnat d'adultes. c'est ça. Donc, Arrêtez de bon. le juger par le prisme de son père. Non, mais c'est Non. fini, ça. Ah, Tu crois encore Ouah, moi, c'est bon. Mais Il y en a un démonté, c'est D'Angelo. Non, mais c'est Lonzo en plus qui a. Alors pour finir là-dessus, c'est Lonzo en plus qui a commencé à dire au père bon, tu Ouais. m'emmerdes, hein, tu vas c'est clair. la fermer, tu vas te mettre sur le côté. Et on l'entend un peu moins. Ouais, on l'entend Ouais. beaucoup moins. Ouais, Et c'est tous les très, 2 mois. et c'est très bien pour les balls et notamment la mélo. Ouais. Je reste persuadé que le père, il a quand même bien saccagé le début de carrière de Lonzo. Hein. Ouais, ça se tient. En tout cas, on pourra lire ça dans les mémoires de Lonzo Ball quand il aura 24 ans, parce qu'on sait que ça va vite. Fuck you, daddy. Ça s'appelle comme ça le livre. On pourrait l'acheter, hein. Ouais. Tiens, je t'ai acheté un livre pour Noël. Fuck you, daddy, by Lonzo Ball. Et la Melo Ball Ouais. et Lonzo Ball, tu imagines. Merci Alan, c'était très Préface cool. d'Emeric Janot. Non, bah, on se retrouve nous jeudi pour un nouveau First Day Show. On essaie de parler des Knicks en fonction de l'arrivée potentielle d'un nouveau coach. Pour l'instant, il y a peu de choses qui sortent, même si on a vu Ron Artest dans une liste. J'ai toujours pas compris ce qui s'est passé. Merci à Alan, merci à Envergure. Évidemment, vous pouvez retrouver Envergure sur le site envergure.co. Il y a les mock draft qui est mis à jour. Ouais, Jusqu'à entre des vous. boards. Il y a exactement. Il y a aussi pour chaque joueur des scouting reports. Ouais. Donc pour aller en apprendre un peu plus sur tous les mecs qu'on verra bientôt à NBA, ça se passe sur envergure.co. On embrasse Bien. d'ailleurs toute l'équipe qu'on aime beaucoup. Merci Erwan, c'est très cool. Ok, merci Erwan. Merci à la Régie, merci à Polo, merci à Tom, on vous aime. Et puis bonne journée, bonne semaine. On À se retrouve jeudi. Jeudi, salut.